Vous avez l'impression que la vie devient de plus en plus difficile à naviguer? Eh bien, restez avec moi parce que dans cet épisode, je vais vous montrer 5 stratégies très efficaces pour améliorer votre résilience. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est partager avec vous 5 stratégies que j'ai trouvées vraiment très intéressantes, qui sont issues en fait des travaux et du dernier livre de 2 chercheurs qui sont très connus en psychologie positive, la doctoresse Gabriella Kellerman et puis le docteur Seligman, qui ont publié un livre qui s'appelle Tomorrow Mind. Et donc, cette notion que je vais vous présenter ici, ce sont des stratégies pour améliorer ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir face aux challenges de la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces stratégies, elles sont utilisées cliniquement. Et il y a des études qui montrent que si vous prenez des gens qui ont des scores très bas de résilience, il y a des échelles pour mesurer notre capacité de résilience, eh bien, en seulement 3 mois, en appliquant ces 5 stratégies, eh bien, on peut améliorer la résilience des gens de 125%, ce qui est vraiment non négligeable. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La première stratégie qui est recommandée par le Dr Seligman et la doctoresse Kellerman, c'est d'améliorer votre régulation émotionnelle. Alors c'est quoi cette régulation émotionnelle? Eh bien cette régulation émotionnelle, c'est la capacité à ne pas se laisser embarquer dans ses émotions, de ne pas devenir l'esclave de ses émotions, mais d'en être le maître, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les émotions que l'on a et de les transformer pour quelque chose de constructif. Alors vous me direz, oh moi je suis hyperactif, plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour améliorer votre régulation émotionnelle? Eh bien là, il y a 2 stratégies. La première, c'est d'augmenter l'espace entre les pensées et les comportements. Ça c'est vraiment la première des choses, c'est-à-dire que cette espèce d'impulsivité, c'est vraiment quelque chose de problématique. Vous êtes dans une situation émotionnelle, vous commencez d'être anxieux ou de vous mettre en colère, ça chauffe, les tours montent, et puis vous êtes sur le point, l'impression de péter un câble, et vous ne faites plus attention à ce que vous dites, tout ce qui vous passe par la tête, ça sort immédiatement, vous blessez des gens, etc., etc. Donc la notion ici, c'est vraiment d'augmenter l'espace entre ce qui se passe à l'intérieur de votre tête et puis le comportement. Et pour ça, il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première, c'est de commencer de prendre du recul. Lorsque vous avez ces émotions qui montent, eh bien, vous n'êtes pas ces émotions. C'est juste un ressenti qui vous traverse. Il y a quelques minutes, ces émotions, ce ressenti ne faisait pas partie de vous. Donc, prenez conscience, prenez de l'élévation, mettez-vous dans un rôle d'observateur. C'est-à-dire de ne pas vous sentir pris par ces émotions au point que vous êtes ces émotions, ce ressenti, mais d'essayer d'avoir cette forme de détachement, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire que vous les refoulez, vous êtes pleinement conscient avec ce que vous ressentez, mais vous allez aussi avoir cette conscience, un petit peu, si vous voulez, comme si vous étiez un juge dans un tribunal, et puis que, eh bien, vous avez les 2 parties qui font leur argument. Vous n'êtes pas l'un des 2 parties. Vous n'êtes pas cet avocat-là, vous n'êtes pas cet avocat-là. Vous avez ce recul, et vous pouvez finalement voir ces émotions que vous êtes en train de ressentir comme un avocat qui présente son cas. Oui, elles ont le droit de s'exprimer, mais ce n'est pas nécessairement la décision finale que l'on va choisir, c'est-à-dire de devenir complètement cette émotion. Donc ça, c'est la première des choses, de prendre ce recul. Et puis la deuxième chose, lorsque vous passez dans ces pensées, bien, on a tendance à partir dans notre tête, on n'a pas tendance à partir dans notre ego. Et donc là, on va être de plus en plus sur la défensive et ça va être comme
une chaîne qui va s'auto-nourrir, si vous voulez. Et donc là, le moyen, c'est de revenir à votre corps. Refocalisez sur votre corps. Posez vos mains sur une partie de votre corps où vous vous sentez détendu. Commencez de respirer dans cette zone-là. Focalisez-vous sur la respiration. Si vous laissez embarquer dans vos pensées, c'est quelque chose d'infini. Hein. Il n'y a pas de limite, si vous voulez, à ce que votre singe de cerveau et d'ego peut faire. Donc, reconnectez-vous au corps. Okay, donc ça, c'est la première dimension. C'est augmenter l'espace entre les pensées et le comportement. Et pour ça, devenez observateur et puis refocalisez-vous sur le corps. Ça, c'est très, très important. Et une fois que vous avez fait ça, il y a une deuxième dimension qui est de réévaluer, recadrer ces sensations et la situation en vous posant des questions. Et un petit peu comme si vous étiez un policier, si vous voulez, qui mène son interrogatoire. Vous avez en face de vous ce coupable désigné, hein, la situation, cette personne qui vous a fait ça. Et donc, posez des questions. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que, si vous vous projetez dans 5 ans, 10 ans, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie? Et pour la plupart des circonstances de vie, la réponse, elle est en général non. Okay? L'autre question que vous pouvez vous poser, est-ce que cette situation et la manière dont je réagis, elle est véritable, elle est justifiée, ou bien est-ce que c'est exagéré? Okay? Posez-vous aussi la question, voilà, j'ai très certainement été dans des situations similaires par le passé, comment est-ce que j'ai réagi et qu'est-ce que j'ai fait pour surmonter ça? Vous allez voir que beaucoup des situations dans lesquelles on fait, beaucoup des déclencheurs qui nous font monter des tours comme ça, eh bien, c'est des choses que l'on a déjà vécues. Et si vous observez bien, si vous avez pris ce temps de recul, vous allez voir que vous avez déjà des stratégies, vous avez déjà des compétences pour surmonter ce genre de situation parce que vous l'avez déjà fait dans le passé. Une autre question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que mon comportement est utile? Est-ce que ça fait vraiment avancer les choses? Ou est-ce que, en fait, ça fait plutôt m'enliser dans cette situation? Okay? Donc, pour résumer, augmenter l'espace entre les pensées et le comportement en devenant observateur, un peu comme un juge qui, oui, écoute l'avocat présenter son cas, mais qui ensuite aura ce temps de recul pour sa décision. Focalisez-vous sur le corps et puis réévaluez la situation, votre ressenti en questionnant. Ensuite, deuxième stratégie, c'est de développer de l'optimisme. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites en psychologie où on met les gens dans des situations et beaucoup de gens vont abandonner. Et les chercheurs ont découvert qu'il y a environ un tiers des sujets qui n'abandonnent jamais. Et donc, ils ont étudié les caractéristiques et ce qu'ils ont découvert, c'est que ces gens-là, face à une situation, bien, ils avaient une psychologie particulière qui était de toujours voir la situation comme quelque chose de temporaire. C'est-à-dire, voilà, ok, je suis là-dedans maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça sera encore la même chose dans 3 mois, alors que les gens qui ne sont pas dans cette dimension-là de psychologie, eh bien, vont dire, oh là là, ça va être tout le temps comme ça maintenant. Okay? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est quelque chose de local. Okay? Ça s'applique juste à cette situation ici à moi, et pas du genre, ah, c'est toute ma vie, où tout le monde est comme ça. Et troisième notion, c'est que c'est quelque chose de contrôlable. C'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle. Et en fait, c'est ces 3 éléments-là, cette notion d'être temporaire, cette notion d'être local et cette notion d'être contrôlable qui donne ensuite cette notion d'optimisme, c'est-à-dire de dire, ah ben voilà, effectivement, oui, je vois que le verre est rempli à la moitié et pas vide à la moitié. Ça vous donne cet espoir de vous projeter, si vous voulez, dans le futur. Et donc, cette notion d'optimisme, c'est de pouvoir imaginer que votre futur va être plus grand ou meilleur que la situation actuelle. C'est ça fondamentalement l'optimisme. Et donc il y a un exercice qui est très puissant pour vous aider à améliorer votre optimisme dans cette notion de pouvoir voir le futur de manière plus positive, meilleure qu'il ne l'est maintenant. C'est un exercice, il y a une trentaine d'études qui ont été faites qui montrent son efficacité et c'est ce qu'on appelle l'exercice du meilleur soi possible. Et en fait c'est très très simple. Vous prenez 10 minutes, hein, vous vous mettez dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé, et puis vous vous projetez dans une quinzaine d'années, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous imaginez que tout ce que vous rêviez s'est réalisé. Vous imaginez que tout ce que vous avez entrepris a marché, et vous l'écrivez. Okay? Vous prenez 10 minutes dans un journal, vous écrivez cette perspective de vous projeter dans le futur, dans un futur où tout a fonctionné, où tout a marché, où tout a réussi.
Okay? Ça paraît simple comme ça, mais les études sont très claires en psychologie positive, ça aide à améliorer l'optimisme. Donc si vous voulez, prenez même le temps maintenant, vous mettez cette vidéo en pause, vous prenez un journal, une feuille de papier, et vous vous asseyez 10 minutes pour vous projeter dans le futur et vous notez tout ce que vous avez réalisé, qui vous êtes, comment vous vous sentez, les objets matériels que vous pouvez avoir, etc., etc. La meilleure version de vous-même réalisée. Okay? Ensuite, troisième stratégie, c'est de développer de l'agilité cognitive. Alors, c'est quoi cette agilité cognitive? Eh bien, c'est cette capacité à considérer, en fait, plusieurs possibilités dans les situations. Un des pires éléments que l'on peut avoir qui va saboter notre résilience et notre capacité à rebondir, c'est ce qu'on appelle la catastrophisation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation, vous envisagez toujours et que le pire scénario possible. Il y a des études qui montrent, par exemple, ça avait été fait, je crois, sur 70 000 soldats américains qui étaient en Irak. Ceux qui ont ces traits de catastrophisation avaient un risque nettement plus élevé de développer des stress post-traumatiques que les personnes qui avaient des traits de catastrophisation beaucoup plus bas. Donc, on veut vraiment essayer d'éviter ça. Alors, c'est pas nécessairement toujours facile à faire. Ça peut être intéressant des fois de considérer le pire des scénarios pour voir si vous êtes à l'aise avec lorsque vous développez des projets et puis de prévoir des plans de pivot ou des plans B. Hein, ça peut être important. Mais dans le cas d'améliorer la résilience, ce que l'on veut, c'est vraiment réduire cette catastrophisation. Et pour ça, il y a un exercice qui est très intéressant qui est un exercice qu'on appelle de mise en perspective. Et donc, imaginez que votre époux ou votre épouse vous a dit, voilà, je rentre du travail, je vais être là à 19 h, et à 19 h, ben, personne n'est là. Et donc, vous êtes dans la notion de dire, oh mon Dieu, 19 h, il devait rentrer à l'heure du trafic. Je suis persuadé qu'il a eu ou qu'elle a eu un accident de voiture et qu'en ce moment, les pompiers sont en train de la désincarcérer et que l'ambulance est là parce qu'elle est en train de saigner et elle a perdu conscience. Okay? Ça, c'est vraiment le scénario le pire de catastrophisation. Et donc, dans cet exercice de mise en perspective, tout ce que vous avez à faire, vous prenez une feuille de papier, vous la divisez en deux, ici, comme ça, et puis vous mettez la notion du pire et la notion du meilleur. Okay? Et donc, dans ce pire, si on reprend notre exemple, eh bien, vous allez mettre, voilà, ma femme hein, ou mon mari a eu un accident grave. Hein, il est paralysé, proche de la mort. Okay. Voilà la raison pour laquelle c'est 19 h 15 et il ou elle n'est pas encore là. C'est à cause de cette situation. Et ensuite, vous allez prendre le meilleur. Okay. Alors, le meilleur, c'est que il ou elle n'est pas là parce qu'en fait, elle s'est envolée pour le sud de l'Espagne et elle est en train de acheter la maison de nos rêves sur une plage. Okay. Donc voilà, elle ne m'a pas prévenu, elle veut me faire une surprise. Elle est partie en Espagne acheter la maison de nos rêves. Okay. C'est fort improbable. Okay. Donc, il y a le pire scénario et il y a le meilleur scénario qui est complètement irréel aussi lui-même. Okay. Et donc, ensuite, sur la ligne centrale, vous allez mettre les scénarios les plus probables. Okay. Ah, alors, en fait, peut-être qu'elle est dans le trafic, coincée dans le trafic, et puis son portable n'a plus de batterie, elle n'a pas pu m'appeler. Okay. Ah, probable, elle avait très certainement une réunion aujourd'hui, et puis cette réunion a pris un peu de retard, et elle est dans cette réunion, elle n'a pas l'occasion de m'appeler. Okay. Ou peut-être qu'elle ne se souvient plus, elle a eu une journée chargée, elle ne se souvient plus qu'elle a dit qu'elle venait à 19 h, donc voilà, c'est juste un oubli. Elle va rentrer, quand elle rentre, ça peut être 19 h 30, 20 h, elle a juste complètement oublié qu'elle m'avait dit qu'elle serait là à 19 h. Okay? Donc cet exercice de mise en perspective très puissant, faites-le. Dès le moment où vous sentez que vous partez dans la catastrophisation, faites cet exercice. Okay? Ensuite, quatrième stratégie, l'autocompassion. Ça c'est très important.
dès le moment où on est sous stress dans la vie, ben, on fait des erreurs. Okay? Ces erreurs, elles font partie de la vie. Et le problème, c'est qu'on a tendance à se blâmer. Et plus on se blâme, plus ça va saboter aussi notre résilience. Donc, cette autocompassion, en fait, c'est d'appliquer ce que l'on ferait naturellement avec nos proches ou des amis. Hein. Imaginez que la situation dans laquelle vous êtes, l'erreur que vous avez faite et les conséquences que ça a pour d'autres personnes, eh bien, imaginez que c'est la personne que vous aimez le plus ou un ami très proche ou une amie très proche qui a fait ça. Qu'est-ce que vous lui diriez? Bien, vous lui diriez, ouais, écoute, c'est pas si grave, prends soin de soi, tu verras, tu vas t'en sortir, etc. Eh bien, c'est très, très important de vous considérer vous-même parce que autant vous feriez ça pour soutenir vos proches, autant nous-mêmes, on a tendance à s'auto-flageller hein, avec ce genre de choses. Donc, si vous êtes dans cette situation de culpabilité, de vous auto-blâmer, imaginez que, en fait, ce qui se passe, vous la transférez à un être cher et qu'est-ce que vous diriez à cet être cher? Comment est-ce que vous le soutiendrez pour l'aider dans cette situation? Eh bien, faites-en de même, commencez à vous dire la même chose à vous-même. De nouveau, pas de manière critique, mais vraiment avec douceur hein, pour vous aider vous-même. Et puis, finalement, dernier élément, c'est l'efficacité personnelle. Ça, c'est très, très important. C'est d'avoir confiance dans votre capacité à réaliser vos objectifs, à vous sortir de situations. Et pour ça, bien, il n'y a rien de tel que faire des expériences et puis réussir certains de vos objectifs. Et pour ça, le mieux, c'est de commencer petit. Hein. Par exemple, imaginez que vous voulez lancer un business, ben, n'imaginez pas que vous allez générer 10 millions de dollars la première année. Focalisez-vous sur le fait de générer 10 000 euros. Et une fois que vous avez acquis cette compétence de générer 10 000 euros, ça va vous donner la confiance de vous lancer le défi de générer 100 000 euros. Et une fois que vous avez réalisé, et ainsi de suite. Et là, il y a un modèle qui est très intéressant d'un coach qui s'appelle Dan Sullivan aux États-Unis. Et il a un modèle des 4C. C'est-à-dire que la notion ici de confiance, eh bien, elle ne vient que dès le moment où vous avez acquis une nouvelle compétence. Okay? Le problème, c'est que cette confiance, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas cette compétence. Et donc, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir acquérir cette nouvelle compétence. Hein. Vous êtes ici, vous voulez aller de l'avant, ben, il y a un espace. Okay? Et dans cet espace, vous avez besoin de vous lancer. Et pour ça, il faut du courage. Okay? Il faut du courage. Le courage, c'est quoi? C'est faire les choses, même quand la situation est désagréable. Donc, soyez conscient qu'il y aura un moment où les choses ne vont pas être très sympas, où vous allez avoir peur, mais vous le faites quand même. Et ce courage, eh bien, on va être capable de le faire. En anglais, c'est commitment. Okay? Si vous êtes engagé, déterminé, dédié à obtenir cette compétence. C'est-à-dire que, voilà, vous engagez à faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Et une fois que vous êtes engagé, hein, vous générez du courage, ça vient du mot cœur, et ça va vous permettre de traverser cette phase difficile. Vous allez apprendre, hein, c'est la notion d'apprendre, vous acquérissez cette compétence, vous avez de la confiance, et donc maintenant cette confiance, elle va vous renforcer dans votre capacité à vous engager à acquérir une compétence encore plus grande. Et c'est ce progrès d'acquisition de ces compétences et de ces confiances qui est cette efficacité personnelle. Okay, donc voilà les 5 stratégies pour vous aider à améliorer votre résilience. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Il y a un résumé infographique disponible sur notre espace collaboratif. C'est gratuit, vous avez le lien dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.